Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change, Anthony Martin-Smith. Bienvenue sur Sud Radio pour ce nouvel épisode de Faut que ça change. Vous savez, chaque semaine on se retrouve pour parler handicap, pour parler diversité et inclusion. Et ici, cette semaine, en duplex depuis le Salon des Maires, sur le stand de nos amis de chez APF France Handicap, avec son directeur général qui me fait le plaisir d'être mon invité aujourd'hui. Merci Serge Widewski, bonjour à vous. Bonjour et merci Anthony. Alors, vous êtes le directeur général d'APF France Handicap, une association bien connue du grand public. En direct du Salon des Maires à Paris. Des pouvoirs en place. Vous êtes quelque part une boussole et à la fois le contradicteur de toutes les législations. Quand elles vont dans le mauvais sens, quand elles vont dans le bon sens, vous les accompagnez également. Vous êtes quelque part une sorte de porte-parole des personnes en situation de handicap en France. Mais j'aimerais un peu mieux comprendre la genèse de cette association et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Alors effectivement, Anthony, APF France Handicap est une association de défense et d'accompagnement des personnes en situation de handicap sur tout type de handicap. Depuis 2018, on a changé de nom, on s'appelait anciennement Association des paralysés de France, qui a été créée en 1933, par 4 poliomyélites qui n'avaient à l'époque aucune solution autre que être soit dans leur famille, cachés dans leur famille ou cachés dans des établissements dits à l'époque maisons de fous, il n'existait rien. Et donc, depuis plus de 90 ans, APF France Handicap a d'abord créé un réseau assez incroyable sur toute la France, un réseau donc de défense des droits d'abord, parce que c'est vraiment ça l'objet principal, c'est la défense des droits, et ensuite l'accompagnement qui est un mal nécessaire puisque les pouvoirs publics n'accompagnent pas véritablement, donc on propose des solutions d'accompagnement sur le terrain, un peu partout dans tout le territoire. Alors ça c'est un postulat, mais pour autant, on y reviendra tout à l'heure, il y a la réforme des fauteuils roulants, il y a quand même des choses qui avancent. Peut-être que 20 ans après l'anniversaire de cette loi de 2005 dont on parle, qui garantissait sur le papier l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, c'est un anniversaire que vous avez aussi décrié cette année, notamment sur la place de la République par 2 fois. Oui, alors effectivement, on est aussi à l'origine, avec quelques autres, de ces lois de 2005, de 1975, de 1987, différentes lois qui sont très structurantes et assez intéressantes. La particularité, c'est que c'est probablement les meilleures lois qui existent en Europe. On nous envie ces lois. Le seul problème, c'est qu'il faudrait qu'elles soient appliquées. Oui. Effectivement, on a la garantie d'offrir des droits aux personnes en situation de handicap sur l'ensemble du spectre, que ce soit l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'accès même à la santé ou à la citoyenneté et la considération du citoyen tel qu'il est dans toute sa composante. Et à la fois, le compte n'y est toujours pas. Non, le compte n'y est pas, on est très très loin, on avance très très lentement. Tu as utilisé le mot accessibilité, effectivement c'est le maître mot, c'est la plus grande difficulté aujourd'hui que rencontrent les personnes en situation de handicap, sur que ce soit l'accès aux soins, que ce soit l'accès aux loisirs, l'accès à l'enseignement, on n'y est pas du tout. On a l'impression d'ailleurs que l'accessibilité c'est finalement un mot valise, mais dans lequel on pourrait tout mettre. L'accès au droit de vote, l'accès à la santé, aux soins, il y a des chiffres assez édifiants. 27% par exemple des personnes qui ont en situation de handicap voulu recevoir des soins se voient dans l'obligation, la contrainte d'abandonner leur parcours de soins. Non mais complètement. En fait, moi je dirais que c'est l'accessibilité à la citoyenneté, tout simplement, à tous les aspects de la citoyenneté. Et effectivement, bon, les soins, c'est la chose peut-être la plus criante. On a des adhérents qui n'ont pas vu de médecin, notamment des femmes, qui n'ont pas pu suivre leurs problèmes obstétriciens, par exemple. Oui, ou gynécologique, avec le programme Handi Gynéco qui apparemment veut aller aider les femmes en situation de handicap à plus de consultations gynécologiques. On le dit aussi qu'une femme avec un cancer, quand elle est en situation de handicap, elle multiplie par 2 globalement le temps le moment où intervient le diagnostic du cancer vis-à-vis d'une femme valide. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement la taille de la tumeur est détectée à un moment où elle est 2 fois supérieure à la moyenne nationale, ce qui est terrifiant. Ouais, c'est terrifiant. C'est édifiant. Effectivement, je le disais aussi, l'accès à l'éducation, mais l'accès à l'emploi. Et là, quand même, on a un taux de chômage. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à y lire très clair dans ces chiffres-là qui sont donnés notamment par l'AGFIP, l'association qui gère le fonds qui est prélevé aux entreprises pour l'employabilité et l'obligation des entreprises vis-à-vis de l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais on est
plus ou moins à quelque chose comme 12% de personnes en situation de handicap qui seraient sans emploi. Dans certaines catégories, on arrive même à un taux de chômage et de sans-activité qui touche les 50%, par exemple la déficience visuelle. Comment vous l'expliquez, vous, ça ? Alors déjà, effectivement, on va parler peut-être de quelques chiffres. Tu en as évoqué quelques-uns. Je vais en rajouter quelques autres. La première chose, peut-être la plus importante, c'est que le handicap est la première cause de discrimination en France, et en particulier concernant l'emploi, depuis 8 années de suite. 22% des saisines. Tout confondu, hein, du défenseur des droits, effectivement. Oui, bien sûr. 22% des saisines sont liées au handicap. C'est absolument dingue. Loin devant, il faut le rappeler, les discriminations pour cause de religion, les discriminations pour cause d'origine ethnique. Absolument, c'est le handicap, 14% c'est très clair. Et 12% respectivement, c'est fou. C'est pour ça qu'il faudrait que les pouvoirs publics se rendent compte de l'importance, je dirais, de ce sujet. Concernant l'emploi, il y a 3,3 millions de personnes en situation de handicap qui sont en besoin d'emploi, ce qu'on appelle besoin d'emploi. Avec, sur ce chiffre-là, 500 000 qui sont au chômage, en général longue durée, puisque plus de la moitié, 50%, plus de 50% des chômeurs en situation de handicap sont en chômage longue durée, avec une capacité de retrouver l'emploi qui est nettement moins importante qu'une personne valide. Et vous, de votre côté, vous avez lancé un testing. Alors, absolument, on a lancé un testing parce qu'on avait besoin d'objectiver un petit peu de rendre les choses un peu plus scientifiques et se rendre compte par nous-mêmes, parce que ces chiffres, on les connaît, mais pouvoir, en quelque sorte, en attester scientifiquement, ça n'a jamais été fait. Ouais. Et là, on a eu l'occasion de le faire, donc avec l'université de Lyon, pendant, je crois, de janvier à mai 2025, on a effectivement lancé ce testing qui consiste à postuler de manière fictive à des offres d'emploi sur deux types d'offres, des offres grand public, secrétaire d'accueil, et des offres moins publiques, comme par exemple secrétaire comptable. Ouais. Et je dirais les constats, les résultats sont sans appel. Alors qu'est-ce qu'ils disent, ces résultats ? Alors ces résultats, grosso modo, ils disent que quand on est en situation de handicap annoncé, on a un taux de chance qui est nettement inférieur de 20%, comparé à une personne qui n'affiche pas un handicap. Une personne sur 5. Absolument. Et alors, ce que dit aussi, je dirais, cette enquête, c'est que quand le métier fait appel à un contact avec le grand public, là c'est encore pire. Là, on a une chute absolument spectaculaire de la possibilité d'être employé. On a une chute de près de 50% par rapport à effectivement une personne valide. Donc, ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce que vous en déduisez quand vous lisez ces résultats-là ? C'est impossible encore dans la conscience collective que de mettre une personne en situation de handicap au contact du regard de l'autre, de n'importe qui, de quiconque. On en déduit qu'il faudrait rajouter une loi. Il faudrait rajouter une loi. Oui, mais en même temps, vous venez de dire que la loi précédente n'était pas appliquée. Tout à fait. Mais là, justement, la loi qu'on souhaiterait mettre en place est une loi contraignante, avec des sanctions. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais eu de sanctions. Ça veut dire que l'autre n'en aurait pas des sanctions. Les autres n'en ont pas. Et on n'a pas prévu, le législateur n'a pas prévu de sanctionner. D'accord. Donc là... Donc qu'est-ce qu'elle dirait, cette loi ? Elle dirait déjà qu'il faut reconnaître qu'une entreprise qui ne fait pas le nécessaire, ce qu'on appelle les aménagements raisonnables, pour qu'une personne en situation de handicap puisse travailler, qu'elle puisse d'abord que ce soit acté, qu'elle n'a pas fait le nécessaire, que ce soit sanctionné, que ce soit reconnu comme un fait de discrimination évident à l'emploi. Donc que ça puisse être sanctionné. Donc c'est principalement ça le fondement. Mais ça c'est valable pour les grands groupes. Comment vous faites pour une petite boîte c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Oui, mais alors comment on l'aide ? On l'aide. On peut revoir les modèles, mais fondamentalement le sujet est le même qu'on soit une grande ou une petite boîte. Une boîte qui n'est pas accessible. Alors là aussi l'étude montre que les boîtes accessibles, les entreprises accessibles ont un taux de recrutement de personnes en situation de handicap qui est nettement meilleur que les boîtes qui ne sont pas accessibles. Ouais. Donc on voit bien que le sujet n'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique, c'est un sujet d'engagement, c'est un sujet sociétal. Bon, et justement, un autre sujet sociétal pour lequel vous avez beaucoup combattu, je l'imagine en tout cas, celui du remboursement des fauteuils roulants. C'est une réforme qui prend
qui rentre en vigueur le 1er décembre 2025. Charlotte Parmentier à ce micro même nous en a parlé. Charlotte Parmentier-Lecocq, oui, de ministre déléguée en charge de l'autonomie et des personnes handicapées, nous en a parlé plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de l'interroger de multiples fois. J'imagine que APF France Handicap se satisfait de cette réforme qui vise à ce que les fauteuils roulants soient intégralement remboursés. Alors, on s'en satisfait, oui, ça fait 20 ans qu'on se bat pour ça, et ça fait 5 ans qu'on est autour de la table de travail avec les différents ministères, avec les différents cabinets, avec les différents experts, pour que cette loi soit existante. Mais, alors, on va rester vigilant quant à l'application. Notamment pour ce qui est du suivi et de par exemple de l'entretien des fauteuils. Il faut qu'un fauteuil puisse être entretenu. Oui. On va faire attention aussi à ce que l'ensemble des options qui sont nécessaires pour une personne. Il faut se rappeler qu'un fauteuil roulant, ça n'est pas simplement un objet technique, c'est le prolongement du corps de la personne. C'est ce qui lui permet d'avoir un véritable accès à la citoyenneté. C'est fondamental. Donc, il est essentiel que pour chaque personne, en situation de handicap nécessitant un fauteuil, il puisse avoir les options et je dirais les fonctionnalités qui lui sont nécessaires et qui lui vont bien. Donc ça, on va s'assurer effectivement, on va être très vigilant. On fait partie du comité de suivi de cette loi. Vous pouvez compter sur nous pour assurer qu'effectivement elle soit pour le coup appliquée réellement. Et pour autant, vous avez des personnes en situation de handicap qui trouvent que cette loi ne va pas assez loin parce que les fauteuils roulants pour la douche ne sont pas pris dans ce périmètre-là. Ça, c'est notre prochain combat, parce que là, on parle en quelque sorte de l'article 4, c'est un peu technique, on parle de l'article 4 de la LPPR. On est là pour vulgariser, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Oui. Alors, il y a une liste de prestations et de services qui sont agréés par la sécurité sociale. Et dans cette liste, donc c'est dans cet article 4, c'était notre combat jusqu'à maintenant, qui est quand même la majorité effectivement des situations. Le sport, par exemple, les fauteuils de sport vont être ça sera pris en charge. Charlotte Parmentier-Lecocq l'avait déclaré au micro de Sud Radio. Eh ben, je le confirme. Je confirme qu'on sera vigilant pour s'assurer que ce soit effectivement le cas. Et je dirais que le fauteuil pour douche, dans la mesure où les fauteuils classiques seront remboursés, ce sera notre prochain combat et on y arrivera. Bon, vous bougez pas sur Sud Radio, toujours avec le directeur général de APF France Handicap, Serge Widawski, et nous retrouverons juste après cette petite pause le directeur général de Transdev, avec qui d'ailleurs vous allez signer une convention ici depuis le Salon des maires à la porte de Versailles. Sur Sud Radio, vous bougez pas, les programmes continuent. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change, Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio, vous ne bougez pas d'ailleurs si vous attendez le rugby, c'est juste après, à partir de 20h, Sud Radio Rugby et cette rencontre France-Australie. Autour de la table, j'ai le directeur général d'APF France Handicap, toujours depuis le Salon des maires à la porte de Versailles. Serge Widawski, rebonsoir à vous. Rebonjour. Rebonjour, oui, même. Vous aimez le rugby ? J'adore le rugby, mais je suis inquiet parce que je vais voir le match France-Australie et j'avais cru que c'était samedi. Moi, j'ai des places pour samedi. Oui, samedi, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Et puis, à côté de vous, le directeur général de Transdev, Édouard Hainaut. Bonjour, Transdev France, excusez-moi, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le stand d'APF France Handicap. Avec plaisir. Vous êtes là tous les deux à l'aube de signer une convention particulière entre vos deux organisations. Je vous laisse peut-être nous en détailler un peu le contour, Édouard Hainaut. Alors écoutez, nous, on est un opérateur de transport public. Merci de le rappeler, oui. On est présent sur l'ensemble des territoires français et on a à cœur de continuer à développer la mobilité inclusive auprès de tous les passagers. Quels qu'ils soient, l'accessibilité nécessaire pour pouvoir emprunter les transports publics comme n'importe quel citoyen. Si je dis pas de bêtises, vous êtes le premier opérateur français concurrentiel à la SNCF à ouvrir une ligne régionale. Ouais, c'est un très bon exemple. On a ouvert sur la commande de la région Sud une ligne de train régionale qui s'appelle la ligne Marseille-Nice en passant par Toulon. Donc, c'est l'Intercité. Qui posait énormément de problèmes aux usagers de ces lignes opérées par SNCF auparavant, notamment des retards, des annulations. Et vous arrivez avec la promesse que ça ira mieux.
Alors, c'est plus qu'une promesse. Ça fait 4 mois qu'on fonctionne. On a transporté plus d'1,2 million de personnes, par exemple, dans l'été, sur juillet et août. Le mois dernier, on a eu une ponctualité de 98,7%. Donc comment vous l'expliquez ? Je sors un peu là du contexte de notre émission, mais on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent dans ce coin-là. Ça les intéresse de savoir comment vous faites pour avoir cette ponctualité que vos concurrents n'y arrivent peut-être pas. Écoutez, d'abord parce qu'on a une offre qui est plus importante. On a 14 voyages par jour et 16 voyages le week-end. Ça veut dire en circulation le double, ça veut dire 28. On a des trains qui sont neufs et on a aussi du personnel qui est entièrement dédié à la ligne et qui est consacré en fait à offrir le service sur cette ligne régionale entre Marseille et Nice et qui habite sur la ligne. Donc on a des équipes. 80% de ces équipes n'avaient pas fait de ferroviaire il y a 2 ans. On les a formés, on a travaillé avec eux. On a eu des transférés de la part de la SNCF, une trentaine à peu près sur le total des personnels. Et on a créé une société, une ambiance autour de cette offre. Et ça se passe très très bien. Et on a aujourd'hui plutôt de très très bons retours puisque je crois que on a une note de 4,4 sur 5 de la part des passagers. On va refaire encore un sondage sur la qualité du service que l'on délivre fin décembre. Et dans ce service, pour vous situer aussi comment on travaille, on a par exemple lors de l'inauguration, on a eu un petit retard au démarrage. C'était le jour de l'inauguration avec quelques minutes de retard qui était lié au fait qu'on avait pris en charge un passager handicapé qui venait faire l'inauguration, qui n'était prévu nulle part et qu'on a pris en charge et géré. Et on a eu un problème de rentrée, vous savez, de ce qu'on appelle le comble fosse, qui permet de rentrer le fauteuil de manière très efficace. Et depuis, on n'a que des bons retours et on a évidemment fiabilisé la rame qui avait posé problème à ce moment-là. Serge Wiedawski, vous, directeur général de APF France Handicap, exactement, c'est quoi la collaboration et l'objectif de cette convention avec Transdev France? Alors déjà, je voudrais remercier Transdev France d'être venu nous voir pour qu'ensemble, on s'attaque à un sujet que nous considérons ensemble comme extrêmement important. C'est le fait que la mobilité accessible n'est pas une option, c'est un droit fondamental. Et avec Transdev, on veut vraiment le matérialiser. Pour le matérialiser, il faut 2 choses. Il faut d'un côté, effectivement, les infrastructures, le réseau, c'est ce que développe avec beaucoup de professionnalisme Transdev. Et il faut aussi pouvoir écouter les usagers, pouvoir s'appuyer sur ce qu'on appelle leur qualité d'usage, qui est fondamentale dès la conception d'un service, et non pas a posteriori, une fois que le réseau est en place, c'est souvent trop tard. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement se dire, et on l'a expérimenté ensemble en Normandie, voir quels sont les ingrédients d'une réussite sur un service qu'on veut inclusif dans le cadre de la mobilité. Comment vous faites d'ailleurs pour mesurer justement cette qualité d'usage? Alors, la mesure, c'est une chose. Je laisserai peut-être effectivement mon collègue de Transdev s'exprimer là-dessus. Moi, je voudrais juste revenir peut-être un tout petit peu sur l'expérimentation, puisque l'idée, c'est de pouvoir étendre sur toute la France une expérimentation qui a été un grand succès en Normandie, que ce soit au Havre ou à Rouen, où des conducteurs de Transdev ont été formés, ont été accompagnés sur le handicap et à l'écoute des usagers en situation de handicap. Ça, c'était un premier élément de l'expérimentation. Et un autre, c'était effectivement d'avoir recours à des personnes en situation de handicap en fauteuil pour faire des tests d'accessibilité sur des différents lieux. Des comités d'usage, plus ou moins? Tout à fait, qualité d'usage, exactement. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, le principe, c'est de développer des solutions innovantes vers la mobilité inclusive. Et ça ne peut se faire que finalement il faut 2 ingrédients. Il faut avoir la connaissance du métier du transport d'un côté, de la mobilité, et il faut pouvoir s'appuyer aussi sur un réseau d'usagers qui sont les premiers concernés par le transport. Alors, vous, Édouard Hainaut, directeur général de Transdev, quand
On parle de mesures d'impact et de qualité d'usage. Comment vous allez vous y prendre, vous, avec APF France Handicap ? Nous, d'abord, on est très heureux d'avoir signé ce partenariat et de le signer. D'abord parce que depuis 90 ans, APF France Handicap se bat pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et nous, on a cette possibilité d'être présents sur l'ensemble du territoire national. Donc, on a commencé par une expérimentation en Normandie, sous l'égide du directeur régional qui est ici, qui vous en parlera vraiment de manière très concrète, de la sensibilisation, de l'analyse en situation concrète d'utilisation des lignes de transport. Et nous, en fait, on continue à déployer. C'est-à-dire que vous êtes au cœur de nos enjeux. Notre enjeu, c'est d'offrir et de permettre à chacun de se déplacer au quotidien avec des solutions fiables, innovantes et inclusives. Et tout ça au service du bien commun. Donc ça, c'est notre raison d'être. Donc quand on met en place un partenariat de ce type, on va le mesurer. On va regarder son taux de pénétration région par région et on va avoir en fait la mobilisation qui est une caractéristique qui est assez indéniable des équipes de Transdev et spécialement en France, un engagement parce que notre métier c'est de servir. Notre métier c'est la mission de service public tous les jours et quand on a une mobilisation sur un engagement, toutes les équipes de Transdev se mobilisent. Ça a pu être vrai pour les Jeux Olympiques, c'est vrai pour la Garde nationale. On a obtenu le prix de la Garde nationale cette année avec les réservistes. Et quand on s'empare d'un sujet qui est celui de l'accessibilité et qui est un sujet essentiel dans les années à venir, qui à la fois concerne les gens en situation de handicap, mais qui concerne aussi le vieillissement de la population, on doit s'y préparer et se projeter dans le futur. Comment, justement, on aborde cette question du grand âge, peut-être, Serge Widaski ? Le sujet du grand âge est très, très proche, effectivement, du sujet des personnes en situation de handicap. C'est le même combat. C'est le combat de ce qu'on peut appeler la mobilité universelle. Et universelle, et ça, c'est un peu le combat d'APF France Handicap. D'ailleurs, dans notre raison d'être, APF France Handicap imagine et construit la société inclusive universelle. Vous voyez qu'il n'y a même pas le mot handicap. Nous, on est pour développer, avec des partenaires, notamment des grandes entreprises à l'image de Transdev, des solutions qui concernent tout le monde, absolument tout le monde. Vous vous rappelez l'histoire de la télécommande qui a été inventée pour des personnes handicapées, qu'utilise tout le monde aujourd'hui. Pareil pour le SMS. Donc, il en va de même des transports. Il faudrait que les transports, comme l'habitat d'ailleurs, soient finalement accessibles absolument à tout le monde. Effectivement, le SMS qui avait été inventé pour les personnes sourdes afin qu'elles puissent texter entre elles tout à fait. Et discuter. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça c'est rentré dans les mœurs d'absolument tout le monde. Messieurs, je veux vous remercier. Sauf si vous vouliez ajouter quelque chose peut-être, Édouard Hainaut. Il y a plusieurs aspects à travers ça. Il y a aussi notre capacité à recruter et à intégrer des gens en situation de handicap chez Transdev. On a plein d'exemples déjà, mais je pense qu'on peut encore aller plus fort et plus loin. Moi-même, je me prépare à intégrer une personne en fauteuil roulant qui sera directement chargée de mission auprès de la direction générale. Et on a vraiment toutes les conditions d'accès. On les a pensées, on les a imaginées. On a 2 personnes chez nous qui travaillent ça. Une personne au siège qui s'appelle Hélène Gouasdé. Et puis on a Christine Perrault qui est dans la direction RSE. Juste à côté d'ailleurs. Et qui est dédiée à l'accessibilité. Donc pour nous, c'est primordial d'intégrer ces sujets dans notre démarche RSE et dans notre stratégie. Voilà. Merci. Serge Widaski, vous voulez le mot de la fin peut-être ? Il faut se battre, continuer à se battre. Les lois c'est bien, mais il faut réussir concrètement à faire avancer les sujets comme la mobilité, l'accessibilité, etc. Les rendre concrets, ça veut dire que finalement, ça n'est encore une fois pas une option, c'est une nécessité vitale de rendre la citoyenneté à tout le monde. Effectivement, nous, comme on dit ici sur Sud Radio, faut que ça change. C'est le nom de cette émission chaque semaine que vous retrouvez. Exceptionnellement aujourd'hui, un peu plus tôt parce qu'il y a cette rencontre France-Australie, je vais y arriver. Un super match que vous allez aller voir d'ailleurs, Serge Widaski. Oui, absolument, je n'ai pas raté ce match-là. Non, c'est une rencontre incroyable à suivre sur Sud Radio Rugby, Sud Radio. Merci monsieur Serge Widaski, directeur général de APF France Handicap, et puis vous, directeur général de Transdev France, Édouard Hainaut. Vous bougez pas sur Sud Radio, je vous dis à la semaine prochaine. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, faut que ça change.